Je vais essayer ici de m'intéresser à la question de l'arrivée des caractères romains et italiques en France sous le règne de François Ier et au rôle de la politique culturelle royale sur cette question. Alors l'exposé que je m'apprête à prononcer s'appuie en fait sur une communication que j'ai déjà prononcée, qui est déjà publiée et que j'ai choisi en fait de reprendre parce qu'il me semble que ça constitue un cas intéressant, assez utile pour les agrégatifs qui s'intéresseraient à la question de la culture visuelle et à l'histoire du design graphique dans le contexte qu'est celui du problème d'agrégation, enfin de la question d'agrégation de cette année. Alors, on sait depuis longtemps que les caractères italiens, romains et italiques, ont été portés par l'idéologie humaniste et en sont venus à s'imposer dans toute l'Europe occidentale au cours du XVIe siècle. Si l'on en croit les historiens, c'est vers 1530 que se situerait en France le point de bascule qui assure leur triomphe définitif au détriment de la tradition gothique. La norme graphique qui s'impose alors dans le livre français doit beaucoup aux formes introduites à Venise par l'imprimeur Aldmanus, dont on parle décidément beaucoup, mais c'est normal. Mais ce qui va m'intéresser ici aujourd'hui, c'est que les formes italiennes n'ont pas été adoptées passivement en France. Elles ont rapidement été réinvesties, revisitées et peut-être même améliorées par des graveurs français, parisiens souvent, avec un succès considérable puisque les caractères romains et italiques gravés par des artisans comme Claude Garamond ou Robert Grangeon furent ensuite adoptés dans toute l'Europe, y compris en Italie, et ce dès le milieu du XVIe siècle. Alors, au-delà du simple constat de l'italianisation de la typographie française, j'aimerais aujourd'hui interroger le statut du modèle graphique italien dans la mise en page du livre français en me penchant sur les ressorts idéologiques qui ont conduit au renouvellement de ces formes. Et pour ce faire, le cadre parisien qui est le mien est idéal. Paris n'est pas seulement la principale ville d'imprimerie d'Europe au XVIe siècle, elle est aussi la capitale de l'innovation typographique, puisque 82% des polices de caractères italiques et romaines gravées en France au XVIe siècle sont l'œuvre d'artisans parisiens ou formés à Paris et ayant ensuite migré. Je centrerai cette intervention sur l'utilisation des caractères italiques, mais si vous le voulez bien, je commencerai par rappeler brièvement quelques faits bien connus à propos de la romanisation de la typographie française, faits qui m'aideront en fait à poser le contexte de cette intervention. Alors, comme vous le savez, à l'exception des premiers caractères utilisés par les presses dites de la Sorbonne dès 1470 à Paris, le gothique domine quasi exclusivement la production parisienne au XVe siècle. C'est seulement à partir de la fin des années 1490 que les imprimeurs parisiens se mettent à employer occasionnellement d'abord et de plus en plus régulièrement des caractères romains, mais l'usage de ceux-ci est alors exclusivement réservé à la composition de textes classiques ou néo-latins, comme cette première édition des Adages d'Erasme imprimée en 1500 par Johann Philippi. La connotation idéologique de cette typographie est alors très nette. Le romain est l'écriture humanistique par excellence, réservée aux livres savants. Jusqu'aux années 1530, les textes en langue française sont, eux, généralement composés dans le caractère gothique national, la bâtarde. Harry Carter puis Henri-Jean Martin ont tour à tour montré que l'utilisation du romain pour la diffusion des textes en langue française avait été non seulement soutenue, mais même initiée par le pouvoir royal. Et en effet, les premières éditions de textes en langue française qui ont été composées en caractère romain sont toutes étroitement liées à l'appareil monarchique. La première, c'est cette traduction par Jean Beaufils des Généalogies de Platina, publiée par Galliot-Dupré en 1519. Ouvrage dédié à Marguerite d'Angoulême et protégé par un privilège royal, chose relativement rare à l'époque. On est en fait au moment de l'impression de ce volume en pleine campagne électorale pour François Ier, qui souhaite devenir empereur. Cette traduction, enfin le traducteur transforme en réalité les derniers chapitres de ces généalogies des saints-pères, papes, empereurs et rois de France en un texte violemment anti-espagnol, qui devient en fait une œuvre de propagande au service de la couronne française. Second texte en langue française en caractère romain, ce sommaire ou épitomé du DAC de Guillaume Budet, réalisé par le commandement du roi et publié à Paris par un libraire important, toujours le même, Galliot-Dupré,
en 1522 avec un privilège royal. Et là encore, la patte royale est partout, sommaire ou épitomé du livre DAC fait par le commandement du roi. Et on retrouve cette mention de l'intervention royale en fait à plusieurs niveaux. Et puis, le point de bascule, c'est 1527, une étape décisive avec le lancement d'un programme de publication très officiel des traductions de Claude de Seyssel, traduction d'historiens grecs, qui avait été généralement présenté à Louis XII et dont François Ier a les manuscrits dans la bibliothèque royale. Et donc à l'instigation du lecteur royal Jacques Collin, du lecteur du roi Jacques Collin, on va financer, le Trésor royal va financer la publication des historiens grecs traduits en langue française, en caractère romain. Alors Thucydide paraît en 1527 chez un imprimeur bien connu qui s'appelle Josbad. On a les minutes notariales, le contrat d'édition qui a été publié il y a plus d'un siècle par Ernest Coyec, donc c'est un dossier qui est bien connu. La Syropédie de Xénophon paraît en 1529, l'histoire de Diodore de Sicile en 1530 et l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe en 1532 chez Geoffroy Tory. Donc, il ne fait aucun doute que le soutien royal a beaucoup joué dans l'acceptation par les lettrés français de l'écriture romaine. Et un événement symbolise particulièrement bien cette action officielle, c'est l'attribution à l'imprimeur Geoffroy Tory, l'auteur du célèbre Champfleury, Art et science de la due et vraie proportion des lettres romaines. Geoffroy Tory donc se voit attribuer en 1532 un office d'imprimeur du roi qui est créé spécialement à son intention et qui vise sans doute, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, à récompenser les services rendus par ce personnage à la politique culturelle royale en défendant conjointement l'usage de la langue française. Tory est un traducteur important aussi, et celui de la typographie romaine. Alors, les caractères romans employés à Paris jusqu'au milieu des années 1520 s'inspirent presque tous du modèle créé en 1470 à Venise par Nicolas Janson. Ce modèle graphique se caractérise par des formes qui sont encore très proches de la calligraphie humanistique. Double empattement supérieur au sommet du M, ici du A majuscule aussi, on l'a fréquemment. Forme losangée des signes de ponctuation, vous avez ici les deux points qui sont où le losange est assez net, barre très oblique du E minuscule, qui n'est pas horizontale mais oblique. En fait, ce que reproduit cette typographie, c'est l'effet qu'obtiendrait un copiste avec une plume plate tenue selon un angle oblique. Et donc ce sont ces modèles-là qu'on retrouve dans la typographie romaine en France jusqu'aux années 1530. Et en 1530, tout change. Stanley Morrison, Nicolas Barker et Hendrik Fairfleet ont tour à tour mis en évidence l'importance de ce qu'on a appelé la révolution aldine, qui touche Paris en septembre 1530, lorsque Robert Estienne introduit 3 corps d'un caractère romain extrêmement moderne sur ses pages de titres. Ces fontes reprennent la forme générale du romain qu'Aldemanus avait introduit à Venise à la fin du XVe siècle. Physiquement, elle se caractérise par une horizontalisation de la barre du E, qui n'est plus oblique, par des signes de ponctuation qui sont désormais bien ronds et non plus losangés, et donc par une rupture assez nette avec la tradition calligraphique de l'humanistique. Le dessin frappe également par une légèreté et une délicatesse très nouvelles, avec un contraste plus marqué entre les pleins et les déliés. Et ces lettres qui sont maigres sont très bien gravées. Le gros canon, donc c'est le caractère principal, le plus gros qu'on trouve au sommet de cette page de titre. Ce gros canon, introduit en 1530, constitue à lui seul une petite révolution. Avec cette fonte, c'est la première fois que les imprimeurs disposent d'un caractère de titrage romain, de très gros corps, qui possède des lettres minuscules. Auparavant, les polices romaines de titrage n'avaient que des capitales. Mais la vraie rupture, en fait, c'est l'introduction simultanée de 3 corps de caractères de lettres romaines qui possèdent les mêmes caractéristiques et qui sont de toute évidence pensés, conçus pour être utilisés conjointement. On a derrière ce projet l'intervention d'un designer, en quelque sorte, qui conçoit une véritable famille de caractères déclinés sur des corps différents et destinés à être employés simultanément. Ça, c'est la naissance de ce qu'on appellerait aujourd'hui le Garamond. Parce qu'on a longtemps attribué à Claude Garamond la gravure des caractères de Robert Estienne en 1530. On sait aujourd'hui que Garamond débute à peine son apprentissage en 1530
qu'il ne peut pas être à l'origine de cette révolution aldine, Hendrik Vervliet a proposé d'attribuer la gravure de ces caractères à un très mystérieux maître Constantin, au sujet duquel on ne connaît toujours rien aujourd'hui, mais qui est cité dans des documents d'archives du XVIIe comme un personnage important. Bon, voilà, on n'en sait pas plus à l'heure actuelle. Quel qu'en soit le graveur, le succès des nouvelles fontes introduites par Robert Estienne est considérable. On sait qu'en moins d'une décennie, tout au long des années 1530, toutes les presses parisiennes abandonnent les anciennes polices pour se convertir aux formes aldines. Dans les années 1530-1536, des graveurs comme Antoine Augereau ou François Griffe vont ainsi produire une quantité considérable de nouveaux caractères imitant les caractères romains d'Aldemanius. Et Nicolas Barker a résumé la situation dans son article important. Je cite, « Le nouveau style de romain apparu au début des années 1530 se répandit dans Paris avec la force d'une révolution. C'est un tournant dans l'histoire de la typographie. » Alors, pour avoir un aperçu plus global de la production typographique française du XVIe siècle, on dispose depuis 2010 d'un ouvrage fabuleux, le Conspectus d'Hendrik Vervliet. C'est un atlas qui recense les polices de caractères romaines et italiques gravées en France au XVIe siècle, en datant précisément leur première utilisation. De cet atlas, on peut tirer des informations d'ensemble et essayer, c'est ce que je vous propose ici, d'appréhender de façon un peu quantitative la production typographique française du XVIe siècle. Ce graphique montre la répartition chronologique des polices romaines ou italiques gravées dans le royaume de France. J'insiste sur le fait qu'il s'agit là que cette courbe ne représente pas l'usage du romain et de l'italique dans l'imprimerie, mais le nombre de nouvelles polices introduites chaque année. Et ce graphique confirme qu'à partir du milieu des années 1520, le royaume de France entre dans une phase très intense de production. On repère de façon très nette l'accélération qui suit la publication en 1527 de la première traduction de Claude de Seyssel avec le soutien du pouvoir royal. Et la production culmine en 1536 avec 9 nouvelles polices romaines ou italiques introduites au cours de l'année. Mais si on prolonge la chronologie, on constate qu'en réalité, loin de représenter un processus continu, cette introduction de nouveaux caractères romains et italiques s'effectue en 2 étapes bien distinctes. Une première phase de production qui court du milieu des années 1520 jusqu'en 1536 et qui correspond en gros au développement du romain aldin en France. Puis, après 5 années de net ralentissement dans la production, une nouvelle phase de floraison qui débute en 1542 et qui semble s'interrompre vers 1557. La production régulière de la présence du romain et de l'italique sous les presses françaises entre les années 1520 et 1550 marque donc en réalité 2 étapes distinctes dans la fabrication et l'introduction de nouveaux caractères. La révolution typographique française du XVIe siècle, que l'on décrit habituellement comme un processus continu, se serait finalement, si l'on en croit ce graphique, effectuée en 2 étapes. Et pour comprendre et expliquer ce hiatus chronologique, l'approche quantitative évidemment ne suffit pas. Il convient d'examiner dans le détail la forme des caractères et les usages auxquels ils sont destinés. On a vu que la première phase d'efflorescence semblait correspondre en fait au développement du romain aldin au début des années 1530, qui suivent en fait l'initiative de Robert Estienne. Et je vous propose dans la seconde partie de cet exposé donc de nous tourner vers la question de l'italique qui semble en réalité correspondre à la 2e phase de ce graphique. Alors l'italique, petit rappel, j'ai pas pensé à mettre une diapo sur la question, mais l'italique, on connaît son histoire. Il imite les cursives de chancellerie italienne. Il est inventé par Aldemanius en 1501 et il connaît une diffusion relativement rapide chez les contrefacteurs des éditions aldines. On a de l'italique à Lyon dès 1502 par des libraires qui cherchent en fait à concurrencer Alde. On s'est généralement contenté de décrire l'histoire des caractères italiques, de décrire l'italique comme une typographie qui dériverait du romain et qui témoignerait du même italianisme. Il me semble pourtant que les choses ne sont pas aussi simples. Ce n'est probablement pas seulement en raison de son italianisme que le romain a été prisé en France par la cour et par l'entourage du roi d'abord dans les années 20. Si tout le monde reconnaît son origine italienne, le romain reste d'abord dans l'esprit des humanistes qui l'utilisent, une écriture impériale, antique, qui correspond parfaitement à l'image que souhaite renvoyer François Ier à l'époque. L'italique, elle, ne bénéficie pas de ce prestige d'antiquité. Elle est conçue pour ce qu'elle est, enfin elle est reçue pour ce qu'elle est, une écriture moderne, propre à la culture italienne.
Et donc l'idée d'employer l'italique pour la composition de textes en langue française est très loin d'être évidente aux yeux des hommes du XVIe siècle. Et il est dès lors légitime de se demander quels ont pu être les premiers usages de l'écriture italique pour la composition de textes en langue française. Des sondages assez réduits dans la production parisienne m'ont permis de dégager des résultats très partiels que je vous livre, mais que vous pourrez peut-être compléter, corriger à l'occasion. Je n'ai pas cherché à recenser les innombrables cas d'utilisation de l'italique pour composer des pièces liminaires. Un sonnet liminaire, une épître dédicatoire. Ce qui m'intéresse ici, c'est le choix d'utiliser l'italique pour la composition du texte principal d'une édition. Et les deux plus anciens textes composés en italique, textes en langue française, composés en italique que j'ai pu repérer, sortent tous deux des presses de l'imprimeur Simon de Colline, qui semble avoir joué dans ce domaine un rôle de pionnier. Dès le mois de janvier 1533, Colline compose en caractère italique la traduction du recueil des îles nouvellement trouvées de Pierre Martyr. Et cette édition est d'autant plus remarquable que l'italique de corps gros romain que l'on trouve ici semble avoir été gravé spécifiquement pour sa publication. Ce caractère italique deviendra rapidement populaire et sera rapidement copié. Un peu plus tard, sans doute 2 ou 3 ans plus tard, l'édition n'est pas datée, Simon de Colline récidive et donne un second texte en langue française composé avec le même caractère. Il s'agit de la traduction du traité d'architecture de Diego de Sagredo, publié sous le titre « Raison d'architecture antique ». L'édition n'est pas datée, donc, mais les spécialistes la situent vers 1536. À Lyon, on trouve en 1539, chez Nicolas Petit, une traduction française des présages, prévisions et pronostics d'Hippocrate, composée en italique. Et les choses paraissent s'accélérer à partir de 1540. Cette année-là, on voit paraître à Poitiers, à l'enseigne des frères Marneffe, qui sont aussi parisiens, une édition du bâtiment des recettes, traduite de l'italien. 2 ans plus tard, on trouve à Paris, chez Chrétien Véchel, une édition de l'État de la cour du Grand Turc d'Antoine Geoffroy, dont le texte est également composé en langue italique. L'utilisation de l'italique pour des textes en langue française, qui semble donc exceptionnelle dans les années 1530, émerge véritablement au début des années 1540. On peut cependant remarquer que, comme le romain auparavant, c'est souvent par l'intermédiaire de traductions que l'italique est acclimaté à la prose française. Pour ce qui est de la poésie francophone, c'est seulement à partir de 1541 que l'italique semble faire son apparition. Les minutieux relevés établis par Guillaume Berton lui ont permis de déterminer que la première œuvre marotique à avoir bénéficié d'une composition en caractère italique était l'édition originale des Étrennes imprimée par Guillaume de Beausozel pour Jean Dupré en 1541. L'imprimeur emploie là un caractère qu'Hendrik Verfliet attribue à Claude Garamond. Et ce caractère, nous le retrouvons au même moment sous les presses de Denis Janot, qui semble avoir joué un rôle absolument décisif pour la diffusion de l'italique dans la poésie française à Paris. La bibliographie de sa production établie par Stephen Rawls le montre clairement. En 1541, Janot utilise l'italique pour composer la traduction en vers d'un colloque d'Erasme, sous le titre « Comédie ou dialogue matrimonial de paix en mariage ». Et visiblement satisfait par cette première tentative, en 1542, il imprime entièrement en italique 4 textes en vers de François Habert, ainsi que l'ami de cour de Bertrand de la Borderie et la définition et perfection d'amour de Ficin, qui est un texte en prose là pour le coup. En 1543, il multiplie les textes poétiques composés en cursive, notamment cette tapisserie de l'église chrétienne de Corrosé, découverte récente sur laquelle Stephen Rawls a attiré l'attention, et dont le texte est intégralement composé en italique. À partir de 1544, l'usage de l'italique devient très courant pour l'impression de textes poétiques en langue française sous les presses des libraires parisiens, y compris les plus savants. Robert Estienne emploie par exemple une jolie italique pour composer la traduction en vers de l'Écube d'Euripide par Lazare de Baïf, qui doit, je pense, être l'un des très rares textes en langue française d'Étienne. C'est donc en 1541-44 que l'italique semble se diffuser dans l'édition francophone, en tout cas parisienne. Ce phénomène se traduit d'ailleurs dans les données rassemblées par le conspectus d'Hendrik Verfliet, qui montre clairement une explosion du nombre de polices disponibles entre 1543 et 1550. Alors, en 1543, au moment même où le public francophone commence à s'habituer à rencontrer les formes de l'italique aldine, Robert Grangeon introduit une innovation radicale dans la production française. On voit paraître, chez une poignée d'imprimeurs parisiens en 1543, un caractère très nouveau, plus incliné que l'italique aldine, mais aussi mieux rythmé, à mon sens, plus régulier. Et ce caractère y rompt avec la tradition parce qu'il est doté de capital penché.
Ce qui n'était pas le cas de l'italique aldine, qui avait des capitales droites romaines. Dans l'esprit d'un humaniste comme Aldemanus, la capitale, elle ne peut pas être penchée. 1543, Robert Granjon introduit un caractère d'italique à capitale penchée. En fait, il n'est pas le premier à avoir eu cette idée. On rencontre déjà en 1537 à Lyon une italique à capitale penchée qui a souvent été employée à Bâle, c'est pour ça qu'on l'appelle la cursive Lugduno-bâloise. Ce caractère est devenu assez vite populaire, mais il a plein de défauts. La pente, enfin ça a l'air un peu de danser, la pente des capitales n'est pas très régulière, c'est pas très habile. Et l'italique de Robert Granjon, introduite en 1543, surpasse de très très loin ce modèle. Et ce caractère va rencontrer immédiatement un succès considérable. Fairfleet le repère dès 1543 chez Jean Loïs et Louis Grandin, l'année suivante chez François Griffe et à Lyon chez Jean de Tourne. Dans les années qui suivent, elle se diffuse dans toute l'Europe, y compris en Flandre, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Ce nouveau caractère, ce nouveau modèle va rapidement faire des émules. Dès 1545, Claude Garamond et François Griffe, qui sont les grands spécialistes de la lettre romaine, donnent chacun une italique sur corps de petit romain, c'est encore pour le texte, imitant la cursive de Granjon. Garamond récidive en 1547. Et Granjon lui-même, durant sa carrière, gravera à lui seul 30 polices italiques, donc c'est vraiment le grand diffuseur, le grand propagateur de l'italique en Europe en réalité. Ce graphique extrêmement laid montre le nombre respectif d'italiques à capitale droite et penchée gravés en France entre 1500 et 1575. Il montre l'écrasante domination de la cursive de Granjon en France à partir de 1545. Donc c'est l'orange. Et pour autant, le modèle italien original, le modèle aldin, ne se laisse pas évacuer si facilement. L'examen des éditions de textes poétiques composés en italique à Paris dans les années 1540 témoigne d'une tension entre les innovations françaises introduites par Granjon et le modèle traditionnel de la mise en page aldine. Les imprimeurs les plus savants conservent l'attachement au modèle original. Michel de Vascosan en offre un excellent exemple. Conscient des qualités graphiques de l'italique gravé par Robert Granjon en 1543, Vascosan en acquiert une fonte dès l'année suivante, en 1544. C'est celle qu'il utilise dans l'Arcadie de Sanazzaro, traduite par Jean Martin. Il utilise l'italique de Granjon, mais il rejette les capitales. Et il associe au caractère minuscule les capitales romaines classiques droites d'un autre caractère italique gravé par Garamond. La fidélité au modèle vénitien est ici flagrante. La disposition en retrait des capitales à l'initiale des vers est une pratique qui se rattache directement à la tradition humaniste incarnée dans le modèle aldin, même si on a des exemples médiévaux antérieurs. Hein, mais il semble là que le modèle que Vascosan a en tête est vraiment celui d'Aldemanus. Et Vascosan adoptera l'année suivante la même mise en page pour publier la traduction des Asolins de Pietro Bembo et pour le traité de l'honnête vertu de Jean Brèche. Et Vascosan n'est pas le seul à préférer l'italique. L'examen du conspectus d'Hendrik Fairfleet montre que beaucoup des polices italiques gravées dans les années 1540 sont dotés de deux jeux différents de capitales, droite ou penchée. Cette résistance du modèle aldin est aussi le fait des grands bibliophiles. Jean de Gagny, que je vous présente, l'illustre parfaitement. C'est un docteur en théologie, docteur du Collège de Navarre. Il est surtout aumônier du roi et grand bibliophile, et Gagny collectionne les livres italiens, qu'il fait revêtir de somptueuses reliures en maroquin doré. Ça lui est d'autant plus facile qu'à partir de 1546, son neveu, le libraire Nicolas le Riche, dirige la succursale parisienne de la firme Aldine. Et Gagny est passionné de typographie et patronne, au début des années 1540, la carrière de Claude Garamond. En 1545, c'est Gagny qui conseille à Garamond, je cite, d'imiter l'italique d'Aldemanus. On a une préface de Garamond qui nous le raconte. Mais Gagny semble vite déçu par les libertés que prennent les graveurs parisiens, Granjon, Garamond, à cette époque-là, avec l'italique aldine. Et lorsqu'il décide en 1547 de créer sa propre imprimerie, dont il confie la gestion à Nicolas le Riche, son neveu, ce n'est plus à Garamond qu'il s'adresse pour commander un nouveau caractère d'italique, mais un orfèvre totalement inconnu par ailleurs, Charles Chiffin, qui grave des caractères, je cite, à l'imitation d'Aldemanus. Et Nicolas le Riche, dans la première édition qu'il publie, vante les mérites de Gagny. À son seul crédit, tu dois porter le fait que les caractères aldins, morts ou longtemps cachés en Italie, aient ressuscité en Gaule. En effet, ces caractères, qui égalent presque ceux des Aldes, gravés à ses frais pour moi, il a voulu qu'ils sortent en public par moi, pour les biens des studiosi. Donc, il semble bien qu'au milieu des années 1540, on a à Paris une espèce de tension, un débat entre deux modèles d'italique,
la fidélité au modèle aldin original, et puis ce nouveau caractère italique à capitale penchée, pensé peut-être comme plus français, et je suis en retard. Mais je vais essayer d'accélérer. Donc, on a vu que l'utilisation du romain pour la composition des textes en langue française dans les années 1520 avait été très largement promue par le pouvoir royal. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir ce qu'il en est pour l'italique. J'ai tendance à penser qu'il n'est pas exclu que la cour, l'entourage du roi, sinon le roi lui-même, ait joué un rôle dans la promotion de l'italique à Paris dans les années 1540. Remarquons d'abord que la première édition d'un texte poétique français composé intégralement en italique, ce sont les Étrennes de Marot, publiées par Guillaume Beausozel et Jean Dupré en 1541, repéré par Guillaume Berton, qui est par excellence un ouvrage courtisan, puisqu'il rassemble une collection de 41 poèmes de circonstances offerts aux principales dames de la cour à l'occasion du Nouvel An à Fontainebleau. Nous avons vu que c'est ensuite Denis Janot qui prend le relais dans le domaine de la publication italique. Et on connaît le rôle joué par Janot dans la diffusion de la littérature en langue française. Mais on sait aussi que l'éditeur des Amadis est très proche de la cour. Parmi les premiers textes français qu'il compose en italique figurent plusieurs œuvres de François Habert, poète courtisan par excellence, ainsi qu'une apologie en défense pour François Ier, rédigée par François de Sagon. Cette carrière de grand promoteur de la langue française et de soutien du pouvoir royal vaut à Denis Janot d'être nommé le 12 avril 1543 imprimeur du roi en langue française, comme il l'annonce fièrement l'année suivante en tête d'une compilation des lois et statuts du royaume. La comparaison, il me semble, s'impose ici avec Tory. Geoffroy Tory avait été doté d'une charge plutôt, d'imprimeur du roi en langue française en 1532 en récompense de ses bons et loyaux services pour avoir associer la diffusion des caractères romains à la langue française. Janot bénéficie de la même charge, de la même récompense, pour avoir associé l'italique à la langue française. Un fait supplémentaire me semble digne d'être marqué. Hendrik Vervliet date de 1543, l'apparition de l'italique à capitale penchée de Robert Granjon, et il la recense pour la première fois sous les presses de Jean Loïs et Louis Grantin. Or, il se trouve que l'on rencontre l'italique de Robert Granjon sous les presses de Denis Janot, dès 1543, au titre de cette hécatographie de Corrosé. La nouvelle italique qui s'émancipe du modèle traditionnel italien apparaît donc pour la première fois sous les presses de Janot au moment précis où celui-ci se voit attribuer un office d'imprimeur du roi. Il y a concomitance, sinon causalité, ça je laisse ça pour votre réflexion. Peut-on imaginer qu'en accordant une charge d'imprimeur royal à Denis Janot, François Ier ait volontairement soutenu une entreprise consistant à promouvoir une italique française? L'hypothèse doit encore être étayée. Relevons tout de même que cette italique à capitale penchée, Denis Janot l'utilise dès 1544 dans le recueil de vraie poésie française prise de plusieurs poètes les plus excellents de ce règne, intégralement composé en italique à capitale penchée, ouvrage qui se clôt sur un dizain anonyme qui vante l'attitude religieuse du roi. Ô nous heureux autant qu'on le peut être d'avoir un roi qui nous montre à bien faire. Le recueil s'achève sur ces deux vers. Et il se trouve que l'on rencontre dans cette anthologie 3 poèmes de François Ier, qui ne sont anonymes dans l'édition, mais qui sont bien des textes de François Ier, et qui paraissent ici revêtus des habits de Robert Granjon. Et je vais terminer là-dessus. Il me semble intéressant de noter que, au moment où l'italique, cette nouvelle italique à capitale penchée, envahit la poésie française, et plus largement l'édition parisienne, une autre révolution esthétique liée au pouvoir royal est à l'œuvre dans le livre parisien. On connaît l'importance de l'école de Fontainebleau dans l'évolution artistique de la Renaissance française, et notamment dans le domaine ornemental. Mascarons, poutis, guirlandes de fleurs, corbeilles de fruits et de légumes, figures mythologiques qui ornent la grande galerie de Fontainebleau ne sont certes pas entièrement nouveaux, mais leur association dans ces compositions dynamiques, chargées, foisonnantes, est-elle extrêmement novatrice. Henri Zerner a bien mis en valeur le rôle de l'estampe dans la diffusion du vocabulaire ornemental bellifontain à partir de 1542. Dans le domaine du livre, où les arts décoratifs traditionnels sont fortement ancrés, ce nouveau style ne se diffuse pas immédiatement. La présence en 1542 d'un encadrement de style bellifontain dans une traduction de Dion Cassius publiée par les frères Langelier me paraît très exceptionnelle. L'examen des lettrines permet d'attribuer l'impression de ce livre à Étienne Cavaillé, mais ce n'est sans doute pas à l'imprimeur, en tout cas moi je pense que ce n'est pas à l'imprimeur que revient le mérite de cette innovation. Le traducteur, Claude de Rosier, dédie ce livre au troisième fils de François Ier, Charles d'Orléans.
Et l'argumentaire détaillé dans le privilège permet raisonnablement de penser que cette édition, en réalité, est très encouragée par l'entourage du roi. Ce qui expliquerait la présence de cet encadrement de style Bélifontain à une date aussi précoce dans le livre parisien. Malgré ce précédent exceptionnel, jusqu'au milieu des années 1540, l'ornementation du livre parisien continue à se composer quasi exclusivement d'encadrements architecturaux et de lettrines romaines à fond criblé comme celle-ci ou azurées avec des hachures comme on en a souvent. Et la donne change, donc là c'est typiquement la lettrine parisienne des années 1530, très noire, fond criblé. La donne change en 1544 lorsque Robert Estienne publie sa célèbre édition d'Eusèbe de Césarée établie d'après les manuscrits de la bibliothèque du roi. Pour cette publication très officielle, Robert Estienne introduit un caractère grec magnifique, les fameux Grecs du roi, gravés par Claude Garamond, sur commande royale en 1540, on connaît très bien ce dossier. Et sur le plan ornemental, en s'inspirant d'ailleurs encore d'Aldemanus, Étienne délaisse les lettrines à fond criblé, très sombres, pour introduire des ornements d'un style très nouveau. Dépourvus de cadre, les lettres ornées présentent un décor de rinceaux blancs extrêmement fourni, disposé sur un fond également blanc. Outre ce décor de rinceaux couvrants, ces lettrines sont agrémentées de motifs grotesques jusqu'alors inhabituels, termes, mascarons, faunes, qui peuvent se rattacher directement au vocabulaire des Bélifontains. Ce qui frappe surtout, c'est le gris typographique de ces lettrines qui, au lieu d'avoir un pavé très noir, un petit carré noir au centre de la page, on a des lettrines qui ont la même couleur, le même rapport entre le noir et le blanc que la typographie du texte. Et puis surtout, Estienne introduit un nouvel élément, entièrement nouveau à Paris, le bandeau. Cette espèce de bois gravé qui vient recouvrir la page, qui était jusqu'alors totalement absent des presses parisiennes. Les bandeaux des Grecs du roi présentent les mêmes caractéristiques décoratives que les lettrines et les mêmes motifs empruntés au stuc de la galerie de Fontainebleau. Il s'agit donc de toute évidence d'accorder la mise en page de cette édition ex bibliotheca regia avec la nouvelle esthétique de l'architecture royale. Et cette édition va avoir une influence décisive sur la mise en page du livre. Les années qui suivent seront pour Paris des années d'intense renouvellement des matériels. Le nouveau vocabulaire ornemental balaye tout sur son passage. En l'espace de 10 ans, les lettrines à fond criblé qui dominaient la production depuis le début du XVIe siècle disparaissent presque intégralement au profit de lettrines latines inspirées de celles qui accompagnaient les Grecs du roi. Geneviève Guilleminot a mis en évidence dans un article remarquable le rôle joué par l'imprimeur Mathieu David dans la diffusion de ce nouveau style ornemental. Elle a notamment montré que David avait été le premier à associer le nouveau matériel conçu pour l'édition savante grecque à des textes en langue française. Il imprime par exemple pour le compte de Guillaume Cavella en 1550 une traduction française de La Sphère du Monde d'Alexandre Piccolomini, ornée de 2 bandeaux in octavo et d'une série de petites lettres claires. Notons que l'ouvrage est entièrement composé avec les nouveaux caractères italiques à capitale penchée de Robert Granjon. La même année, Cavella publie également le premier ouvrage de Pierre de Ronsard, les 4 premiers livres des Odes, dont le texte, dépourvu d'ornement cette fois, est lui aussi composé avec le même caractère italique à capitale penchée. Et Geneviève Guilleminot a bien montré qu'à partir de 1552, Maurice Delaporte et Mathieu David fixent la présentation définitive du recueil poétique français, en publiant simultanément des recueils de Ronsard, Baïf, Marc-Antoine Muret, dont la mise en page associe l'italique à capitale penchée avec les ornements dérivés de ceux des Grecs du roi. Cette mise en page devient dès lors la norme incontournable pour la présentation du recueil poétique français, au moins jusqu'aux années 1630, me paraît-il. Mais je connais moins bien la production du XVIIe. Au mi-temps du siècle, la rupture paraît définitivement consommée avec le modèle italien original que l'on cherchait à suivre depuis longtemps. Et j'en viens à conclure. Parvenu au terme de ce parcours, quelle conclusion tirer ? Mon objectif était en quelque sorte d'interroger le statut du modèle italien dans la typographie française des années 1530-1550. J'ai tâché de montrer que les événements s'étaient organisés en 2 phases. Après être apparu comme un modèle à imiter dans les années 1530, le modèle aldin me semble devenir en quelque sorte une norme à dépasser dans les années 1540. Durant toute cette période, la question typographique est étroitement liée au développement d'une littérature en langue vernaculaire. Le pouvoir royal me semble avoir pu jouer un rôle, je vais quand même rester prudent, dans le vaste mouvement de renouvellement des matériels qui touche toute l'imprimerie parisienne au cours des années 1540. Il faudra évidemment continuer à creuser la question, mais les quelques indices que j'ai ici examinés m'incitent à penser que le monarque a pu favoriser certaines des initiatives prises par ses imprimeurs.
On pourrait chercher à mettre en évidence les liens qui unissent les typographes avec des artistes ou avec l'entourage du roi. On pourrait commenter les rapports entre Sebastiano Serlio et Claude Garamond, entre François Clouet et Claude Garamond aussi, on a des traces. Mais plutôt que de chercher à insister sur les responsabilités individuelles des uns et des autres, il convient surtout de rappeler qu'en l'espace d'une décennie, c'est toute une génération d'auteurs et de typographes français qui semblent avoir agi pour modifier ces habitudes de mise en page. De Denis Jeannot à la Pléiade, le moteur de ce mouvement semble avoir été une forme de patriotisme culturel, en tout cas d'émulation vis-à-vis du modèle italien, d'une génération de jeunes auteurs et imprimeurs ambitieux. Après avoir cherché à égaler le modèle aldin qui les avait tant fait rêver dans les premières décennies du XVIe siècle, les humanistes français veulent désormais construire leur propre identité graphique. Et finalement, ces réflexions rejoignent celles que formulait André Chastel en 1989 au sujet de l'histoire de l'art français en général. Désireux de faire entrer en ligne de compte le souci d'originalité, la prétention, la fierté, l'amour-propre national dans lesquels il voyait des moteurs de la création artistique, Chastel concluait « L'art français a toujours pratiqué une assimilation sélective, trait de comportement qui suppose un solide quant à soi et explique la désinvolture ou, si l'on préfère, l'ingratitude avec laquelle on traitait alors ses sources. On ne se laisse jamais dicter entièrement la marche à suivre. » De la même façon qu'ils ont défendu et illustré la langue française, les hommes du livre parisien me semblent ainsi avoir défendu une conception nationale, sinon nationaliste, de la mise en page. Leur dette à l'égard de l'Italie, on l'a vu, était pourtant considérable, mais ils ont tout fait pour chercher à la faire oublier. Et je vous remercie de votre attention.